Maintenant, j'ai l'honneur et le plaisir de passer la parole à Cap 48. Qui ne connaît pas Cap 48 et qui n'a pas des post-it Cap 48 ou des chaussettes Cap 48 chez lui à la maison? J'en ai encore dans la voiture, si jamais. Je passe la parole au docteur Marie-Cécile Nassogne, que vous avez vu à la télévision encore lors de la grande soirée de clôture, qui a fait battre le record de l'année passée. On a dépassé les 8 millions de collectes pour continuer à financer le projet de recherche pour l'autisme, recherche clinique pour l'autisme financé par Cap 48. Et nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous Renaud Tockert. On l'appelle souvent le capitaine de Cap 48 parce que c'est lui qui mène le bateau. C'est un énorme paquebot à gérer chaque année dans toute la Wallonie. Merci à Cap 48 et je cède d'abord la parole au docteur, au professeur. Bonjour à tous. Encore toutes mes félicitations donc à la PEPA pour leur anniversaire et aussi pour cette très belle journée organisée. J'espère que vous aurez tous réussi le quiz. Quel est l'intrus dans les dinosaures? Si vous ne l'avez pas encore trouvé, je suis la bonne réponse. Alors, en quelques minutes, je vais vous parler du projet médical de recherche soutenu par Cap 48, donc qui, en 2022, comme on vient de le dire, Renaud Tockert a toujours ce souci d'essayer de voir dans quelle situation on peut essayer de déployer un projet de recherche pour essayer d'aider au mieux les enfants et leurs familles. Et donc ce projet est donc dédié aux enfants qui ont un trouble du spectre autistique en Belgique francophone, c'est d'essayer de les évaluer, de les suivre pour optimaliser des protocoles de diagnostic, les soins de qualité nécessaires et leur accessibilité, et aussi de déterminer l'impact du trouble du spectre autistique sur la scolarité, la famille et la société. Je ne suis qu'un porte-parole et je tiens à remercier tous mes collègues des différentes universités, des 5 universités francophones, pour leur participation à ce projet. Je ne vais pas revenir sur la définition du trouble du spectre autistique. Nous avons eu de très beaux exposés ce matin. On a reparlé des questions, des difficultés du diagnostic, mais on veut surtout aussi insister sur l'importance du retentissement, parfois en termes de fonctionnement au niveau familial, social et scolaire. Et on a aussi souligné l'importance de parfois des troubles associés, que ce soit au niveau du déficit intellectuel, du comportement. Donc ce sont des points importants. Je ne vais pas non plus insister sur cette problématique de la fréquence. C'est vrai que ça pose une question. Alors, c'est très difficile d'avoir des statistiques. Vous avez ici une des statistiques canadiennes et qui montrait quand même cette augmentation d'incidence du TSA au Québec entre 2000 et 2015, avec plusieurs hypothèses bien sûr formulées. On vient avec ce chiffre qui pouvait donc laisser suspecter quand même un nombre relativement important d'enfants en Belgique francophone, puisqu'on n'est pas loin de 10 000 enfants qui pourraient être concernés. Alors on l'a évoqué aussi, c'est clair que cette situation, on en parle aussi aux États-Unis et c'est difficile de se passer de l'actualité, mais c'est vrai qu'une des dernières études publiées par le CDC chez les enfants âgés de 8 ans aux États-Unis montrait jusqu'à une fréquence de 1 pour 36, avec toujours un peu une prédominance plus marquée chez les garçons. Et quand ils reprenaient leurs chiffres, la question qui est, bien sûr, on voit cette augmentation chez les enfants de 8 ans, mais si on prend ceux qui ont 4 ans, à l'heure actuelle, on a parfois déjà des chiffres plus élevés. Je ne vais pas commenter sur les causes, on en a parlé aussi de savoir pourquoi on a cette augmentation. Il y a bien sûr le biais d'avoir le diagnostic, il y a le fait d'avoir une meilleure connaissance dans la société, mais cela montre quand même que c'est un problème qui est sérieux et qui mérite de l'attention. On l'a évoqué,
la mise en place d'un diagnostic d'un trouble du spectre autistique chez un enfant va relever des défis importants, que ce soit bien sûr sur le plan affectif, organisationnel, mettre en place les prises en charge, et aussi sur le plan financier pour les familles. Ça demande aussi qu'on ait des ressources, et je crois que ça a été très très bien illustré ce matin pour les différentes interventions, les traitements nécessaires pour ces personnes, mais aussi pour les équipes qui vont travailler dans le domaine, que ce soit de la santé, de l'éducation et des services sociaux. Sans oublier qu'on est bien face à une problématique chronique, et donc il faut qu'on réfléchisse aussi sur du long terme. Et donc, pourquoi ce projet médical de recherche de CAP 48 ? Problématique fréquente, potentiellement en augmentation. Nous avons déjà malheureusement souligné nos difficultés dans les centres de référence de listes d'attente et aussi de certaines difficultés de mettre en place des prises en charge, le non-remboursement de certaines prestations, voire la non-disponibilité de personnes qui peuvent assurer ces prestations, tout ceci en balance avec une nécessité d'une prise en charge précoce et adaptée. Il y a différentes équipes de recherche, j'en reparlerai un petit peu, peut-être encore une certaine méconnaissance dans la population, quoique on a l'impression qu'on est de plus en plus sensibilisé. Mais un des points qui reste important, c'est qu'actuellement, nous n'avons quand même pas de données totalement précises sur la problématique des troubles du spectre autistique en région francophone. On est tous concernés, on se rend bien compte que c'est quelque chose qui est important, mais quelles sont nos données ? Et donc le but de ce projet médical, c'est d'essayer d'avoir de meilleures connaissances, peut-être sur le nombre, sur les caractéristiques des personnes, mais aussi les caractéristiques de leurs besoins, sur leur trajectoire, d'essayer aussi pour certains de leur permettre d'avoir accès à certains projets de recherche. On en a déjà parlé énormément, optimaliser le réseau que ce soit au niveau du diagnostic ou de la prise en charge, et ça passera par une amélioration des connaissances de la population, mais aussi des professionnels de l'éducation et de la santé. Et donc, parmi nos objectifs, donc d'obtenir un recueil de données large, on est donc parti vers la création donc d'un registre, une création d'une base commune de données où on regroupe toute une série d'informations générales, démographiques, épidémiologiques, et pour essayer de suivre les trajectoires de développement. Et donc c'est vraiment ce registre qui est le premier point de ce projet de recherche médicale, non seulement d'avoir une meilleure connaissance des enfants, mais après de pouvoir aussi évaluer la faisabilité, ça a été évoqué ce matin, la réalisation pratique des prises en charge proposées après un diagnostic de trouble du spectre autistique chez un enfant. On l'a évoqué, de réfléchir à la mise en place de protocoles pour améliorer la qualité des prises en charge, bien sûr des protocoles de recherche et augmenter la connaissance du public. Donc nous allons avoir une base de données collective qui est basée sur les 5 centres de ressources pour les troubles du spectre autistique, avec création d'un registre commun afin de pouvoir donner des informations plus précises au pouvoir public sur le trouble du spectre autistique, dans la mesure du possible de suivre l'évolution des enfants et des adolescents pour essayer d'optimaliser les prises en charge dans notre pays. Alors cette base de données, donc déjà maintenant mise en place, elle a bénéficié bien sûr d'un accord d'un comité d'éthique, et je remercie les différentes personnes dont Tatiana Sokolova qui a assuré d'obtenir l'accord du comité d'éthique d'abord principal mais aussi des 4 autres universités. La base de données a été créée, elle est maintenant complète, elle est testée, les utilisateurs ont été formés et Marine Oussa a assuré vraiment un travail important dans la création de cette base de données. Actuellement, il y a un peu plus de 400 enfants qui sont encodés dans cette base de données.
J'en suis encore totalement maintenant avec des résultats préliminaires. Je vous représente des premiers résultats qui remontent à avril 2025, où nous avions 208 patients issus de 3 centres. Il faut savoir que c'est des patients donc, qui ont un contact avec un CRA. Donc il y a des anciens patients, il y a des nouveaux patients, et donc je ne peux vous donner certaines tendances. Qu'est-ce qu'on retrouve? Bien sûr, une certaine prédominance de garçons. Je vais revenir sur l'âge moyen du diagnostic qui était d'à peu près 8 ans. L'importance de la présence de troubles dans la fratrie, où on retrouve pratiquement 30% où il y a plusieurs enfants atteints dans la même famille, la notion de cette régression du langage dans un peu plus de 20%. Alors cet encodage, il est réalisé grâce à la présence d'étudiants, et pour ici d'étudiantes en psychologie. Je vous en montre ici certaines, mais sans leur aide, cet encodage ne serait pas facile. 2-3 éléments. L'âge moyen au niveau du diagnostic. Vous voyez ici, on a vraiment 2 pics et ça a été évoqué très bien par Pierre Defresne. On a plutôt un pic chez les jeunes enfants, on va mettre 2-3 ans, je vais affiner un tout petit peu, et puis un pic plutôt vers l'adolescence. Donc ça, on revient un petit peu sur ces données. Je reviens chez les jeunes enfants. Et ça me permet d'introduire le deuxième point de CAP 48. Suite à cette liste d'attente qui est quand même effroyable dans tous les centres, CAP 48 a décidé de soutenir les centres et en renforçant les équipes. Et dans pas mal d'équipes, ce renforcement d'équipes a été utilisé pour essayer d'avoir un contact plus rapide avec les très jeunes enfants, comme je pense ça se fait aussi au SUSA. Je peux vous montrer ici les chiffres pour les cliniques universitaires Saint-Luc, et vous voyez que pour 120 contacts qu'il y a eu en un peu plus d'1 an, on retrouve de nouveau 31 filles, 90 garçons, et on peut voir l'âge des enfants. Donc on voit qu'il y a quand même une meilleure connaissance. On est vraiment maintenant des enfants qui sont adressés à l'âge de 2 ans, voire même avant, dès qu'il y a une suspicion de ce trouble autistique. On a évoqué les filles, et si vous voyez ici, j'ai pris vraiment les couleurs réglementaires, le bleu pour les garçons, le rose pour les filles. On retrouve donc, c'est vrai que peut-être que les garçons, on va avoir une suspicion parfois un petit peu plus tôt. Vous voyez que pour les filles, c'est un petit peu plus réparti. Je suis bien chez les jeunes enfants avant l'âge de 5 ans. Au niveau de ces contacts que nous avons eus, vous voyez qu'il y a quand même une grande majorité, c'est ceux qui sont représentés en jaune, pour lequel, dès qu'il y a eu un premier contact, on voit qu'il y a un bilan qui va, en tout cas, ou une prise en charge qui se met en route. Donc la majorité des enfants qui sont adressés, il y a une justification d'avoir été adressés. Il y en a parfois pour différentes raisons de langue, de distance ou d'autres disponibilités qui ont pu être réorientés pour un autre bilan. On a parlé des outils diagnostiques. Alors, même si ceux-ci peuvent poser des questions sur leur pertinence, vous voyez qu'il y a quand même une certaine concordance entre les centres, puisque pratiquement pour plus de 80% des enfants, c'est bien la DOS qui a été utilisée comme outil diagnostique. Je devrais cacher cette dia, c'est celle du délai d'attente. Donc repris dans le registre, vous voyez que le délai d'attente, alors si on fait une moyenne, il est de 17 mois, mais bon, il y a un peu une différence entre les plus jeunes et les plus âgés, et nous arrivons à pratiquement 3 ans d'attente pour les plus âgés. Donc ça reste une véritable question de la nécessité d'une réorganisation de la procédure diagnostique. Tout petit mot sur les troubles associés. On retrouve ce qui est mis dans la littérature. À peu près 40% des enfants vont avoir une déficience intellectuelle, 40% ont un trouble de la communication incluant donc un trouble du langage assez marqué chez les enfants déjà encodés. On retrouve des troubles du sommeil. Alors on a à peu près 30%, mais il faut savoir que ces chiffres sont peut-être biaisés puisqu'un nombre important d'enfants prennent déjà de la mélatonine
Et on retrouve aussi la sélectivité alimentaire comme étant un des troubles importants. Vous voyez qu'une partie de ces enfants ont eu un bilan génétique, 6 ont un diagnostic confirmé. Bon, c'est aussi, vous aurez, je pense, des explications très précises cet après-midi par le professeur Isabelle Mestat. Pour pratiquement terminer, je voulais simplement dire au niveau de la scolarité. On parle de la scolarité, de la nécessité d'une inclusion. Je voulais simplement vous montrer, vous voyez qu'il y a 38% des enfants qui sont en maternelle, et parmi ces enfants maternels, 18% sont déjà en enseignement spécialisé, 12% sont dits non scolarisés, car très souvent, c'est pas de place à l'école. Pour ceux qui sont en primaire, on a 30% des enfants qui sont en primaire, on retrouve 30% d'enfants qui sont en enseignement spécialisé. Et pour ceux qui sont en secondaire, on retrouve de nouveau la même chose, 30% qui sont en enseignement spécialisé. Donc c'est clair, je défends à 100% l'inclusion, mais il va donc y avoir besoin d'un travail crucial pour voir comment arriver à un moment donné à permettre une inclusion de l'ensemble de ces enfants. Donc voilà l'évolution de notre projet. Donc la base de données a été créée, nous avons eu de multiples réunions. À l'heure actuelle, il y a un encodage et progressivement, nous sommes à l'analyse des données de ce projet de recherche. Donc, merci beaucoup à CAP 48. Donc, il y a bien sûr donc, le registre et donc nous allons probablement arriver à 500 enfants pour la fin de l'année 2025. Merci pour le renforcement des centres. Et actuellement, donc, il y a Sandrine Roussel qui vient de commencer avec un peu un travail plus de post-doctorat pour essayer de mieux analyser les données, voir l'ensemble du réseau et comment optimaliser. Donc merci aux équipes, merci au groupe de recherche. Il y a un groupe plus spécifique qui va intervenir pour travailler sur ce projet de recherche CAP 48. Merci aux personnes qui nous soutiennent et en particulier la Fondation Roi Baudouin, la Fondation Marguerite-Marie de la Croix et bien sûr CAP 48 qui nous permettent d'assurer ce projet. Merci à vous tous et encore bravo à la PEPA. Grand merci au professeur Nassogne, qui vient d'ailleurs de recruter la nièce de la secrétaire de la PEPA, mais sans le savoir. Bon, ici non plus de questions et réponses immédiates, mais pendant la pause repas, vous pouvez aborder CAP 48, ils seront là.